Allez, donc je vous propose qu'on se retrouve pour corriger, voir ensemble une évaluation d'entraînement sur les graphes probabilistes donc, que j'avais donné en 2018 aux élèves qui faisaient l'aspect cette année-là. Si vous maîtrisez cette IE, alors là vous êtes au point totalement sur ce chapitre sur les graphes probabilistes. Donc on va regarder ça ensemble et je vais essayer de compléter les explications, la correction que je vous ai donnée pour être sûr que vous avez bien tout compris. Donc commençons par l'exercice 1. On vous dit, afin de se préparer à courir des marathons, Hugo aimerait effectuer quotidiennement un footing à compter du 1er janvier 2014. On admet que si Hugo court un jour donné, la probabilité qu'il ne court pas le lendemain est de 0,2. S'il ne court pas un jour donné, la probabilité qu'il ne court pas le lendemain est de 0,4. On note un certain nombre d'informations. C, l'état Hugo court. R, il ne court pas. Pour tout entier naturel n, on note Cn, la probabilité de l'événement Hugo court le n plus unième jour, donc le jour d'après. Rn, la probabilité de l'événement Hugo ne court pas le n plus 1e jour, donc le jour d'après. Pn, donc CnRn correspond à l'état probabiliste, le n plus 1e jour. Le 1er janvier 2014, motivé, il part sur ses bonnes résolutions, le jeune homme, il court. Donc l'état initial, P0, C0, probabilité qu'il court, R0, probabilité qu'il ne court pas. On sait qu'au départ, il court, donc probabilité de 1 qu'il court, probabilité de 0 qu'il ne court pas. Ça, c'est l'état initial. Traduire les données de l'énoncé par un graphe probabiliste de sommet C et R. Donc j'ai fait mon graphe probabiliste ici, sommet C, probabilité qu'il court, sommet R, probabilité qu'il ne court pas. Il faut mettre les informations au bon endroit. Qu'est-ce qui se passe? S'il court, donc si je pars de C, probabilité qu'il ne court pas le lendemain, 0,2. Donc probabilité de 0,2 qu'on aille vers R. Du coup, probabilité de 0,8 qu'on reste en C, qu'il continue à courir. S'il ne court pas un jour donné, si je pars de R, la probabilité qu'il ne court pas le lendemain est de 0,4. Donc ça, le 0,4, c'est la probabilité qu'il continue à ne pas courir. Et de ça, j'en déduis la probabilité de 0,6 qu'il se mette à courir le jour d'après. Donc voilà mon graphe probabiliste associé. De ça, on vous demande logiquement la matrice de transition, respectant l'ordre alphabétique. Donc ça veut dire que là j'ai CR, là j'ai CR. Probabilité de rester de C à C, 0,8. D'aller de C à R, 0,2, je le mets ici. Ça, c'est la probabilité de R vers C, donc 0,6. Et là, c'est la probabilité de R vers R, 0,4. Donc là, j'ai ma matrice de transition que je vais pouvoir utiliser. On vous fait cadeau gratuit de M6. On aurait pu vous demander de le calculer, vu que là vous avez votre matrice de transition, donc il suffirait de la mettre à la puissance 6. Là on vous la donne, et on vous dit, quel calcul matriciel permet de déterminer la probabilité C6 qu'Hugo court le 7e jour? Alors pour déterminer la probabilité qu'il court le 7e jour, qu'est-ce qu'il me suffit de faire? P6, on sait que c'est P0 fois M, alors j'ai mal mis mon 6 là, fois M à la puissance 6. Donc ça donne 0,75 fois 0,75 pour le premier coefficient, 0,2499 pour le deuxième coefficient. Donc la probabilité qu'il court le 7e jour, hop, elle est de 0,75. Alors je suis juste en train de vérifier un petit truc. La question c'était quel calcul matriciel permet de déterminer la probabilité C6 qu'Hugo court le 7e jour. Oui, parce qu'on a P0, c'est le premier jour. D'accord, donc pour avoir le 7e jour, il faut bien déterminer P6. Et P6, c'est bien P0 fois M. Alors attention, simplement à la puissance 6. Or, M à la puissance 6, vous l'avez, il est donné dans l'énoncé, il est là. Donc il suffit de multiplier cette matrice-là par P0. Ensuite, exprimer Pn plus 1 en fonction de Pn, on sait que d'un jour à l'autre, j'ai ma matrice de transition, donc Pn plus 1 égale Pn fois M. Donc Pn plus 1 égale Pn fois ma matrice de transition que j'ai déterminée dans la deuxième question. De ça, montrer que pour tout entier naturel n, Cn plus 1 égale 0,2 Cn plus 0,6. Là, ça se complique un peu. Qu'est-ce qui se passe? Pn plus 1, qu'est-ce que c'est? C'est Cn plus 1, Rn plus 1. Ce qui se passe le jour d'après. Pn, qu'est-ce que c'est? Cn Rn, ce qui se passe actuellement, que je multiplie par M. Et du coup, ça veut dire que Cn plus 1, mon premier coefficient, il est égal à Cn Pn
fois, alors pardon, il est égal, mon Cn plus 1, il est égal à Cn fois 0,8 plus Pn fois 0,6. Première ligne, de toute façon il n'y en a qu'une, fois première colonne me donne le premier coefficient. Donc Cn plus 1 égale Cn fois 0,8 plus Pn fois 0,6. Donc ça donne cette égalité-là. Or, je sais que Cn plus Pn égale 1. Donc j'en déduis que Pn c'est 1 moins Cn. Je vous dis ça marche à tous les coups. Vu qu'on est en situation de probabilité, les deux sont complémentaires. Je peux donc dans cette équation remplacer Pn par 1 moins Cn. Et du coup, je simplifie en distribuant mon 0,6. Et j'obtiens que Cn plus 1 c'est 0,8 Cn plus 0,6 moins 0,6 Cn. 0,8 Cn moins 0,6 Cn, ça fait 0,2 Cn. Donc Cn plus 1 égale 0,2 Cn plus 0,6, qui est l'égalité qu'on voulait. On se retrouve donc avec une situation arithmético-géométrique. On va étudier ça de façon classique. Voilà pourquoi, même si vous n'allez pas avoir le bac, typiquement au bac, vous aviez l'exo de spé qui remplaçait l'exo sur les suites, puisque dans votre exo de spé, vous avez les suites qui interviennent. Bon, vous n'aurez pas le bac, donc vous n'aurez pas la chance, vous aurez plutôt la chance de ne pas connaître ça, vous de voir ce que vous voulez, dans quelle situation vous placez. Mais là, je passe donc par une suite auxiliaire, Vn qui est égal à Cn moins 0,75. J'en déduis que Cn c'est Vn plus 0,75 et je vais pouvoir répondre à la question suivante qui va être de démontrer que la suite est géométrique. Voilà, montrer que la suite elle est là, montrer que la suite Vn est une suite géométrique de raison 0,2, préciser le premier terme. Donc comme d'habitude, méthode classique pour démontrer qu'une suite est géométrique, je pars de Vn plus 1 et j'essaie de démontrer que Vn plus 1 égale Vn fois Q. Vn plus 1, qu'est-ce que c'est? C'est donné dans l'énoncé, c'est Cn plus 1 moins 0,75. Vu que Vn c'est Cn moins 0,75, Vn plus 1 c'est Cn plus 1 moins 0,75. Or Cn plus 1, on l'a juste au-dessus, il est encadré en rouge, donc vous ne pouvez pas le rater. Cn plus 1, je peux le remplacer par 0,2 Cn plus 0,6. C'est ce que j'ai fait ici. J'ai remplacé Cn plus 1 par 0,2 Cn plus 0,6. 0,6 moins 0,75, ça fait moins 0,15. Et par ailleurs, Cn, je sais que c'est Vn plus 0,75. Donc j'ai remplacé le Cn qui est là par Vn plus 0,75. Je déroule mes calculs et tout va se simplifier comme par magie. 0,2 fois Vn, ça fait 0,2 Vn. 0,2 fois 0,75, ça fait 0,15. Moins 0,15, ça s'annule. Vn plus 1 égale 0,2 fois Vn. On est donc bien du type Vn plus 1 égale Vn fois Q. Donc c'est une suite géométrique de raison 0,2 et de premier terme V0 égale C0 moins 0,75. Vu que Vn c'est Cn moins 0,75, V0 c'est C0 moins 0,75. Mais C0 c'est l'état le premier jour il est motivé, donc on se rappelle qu'il court. Donc V0 c'est 1 moins 0,75, c'est-à-dire 0,25. Voilà, j'ai donc une suite géométrique, donc je connais les deux attributs principaux, le premier terme et la raison. Je vais donc pouvoir utiliser ces deux attributs pour exprimer Vn en fonction de n. Question suivante. Donc Vn, c'est V0 fois Q puissance n. Or V0, on vient de voir que c'était 0,25. Q, on vient d'expliquer que c'était 0,2. Donc Vn égale 0,25 fois 0,2 à la puissance n. Détermine la limite. Donc rappel sur les limites de suite géométrique. La limite de Q puissance n quand Q est entre 0 et 1, c'est 0. Donc la limite de 0,2 à la puissance n quand n tend vers plus l'infini, ça va tendre vers 0. Je multiplie par 0,25, ça ne change rien, ça tend toujours vers 0. Donc la limite de ma suite géométrique, c'est 0. Mais je sais par ailleurs que Cn, pour répondre à la question 3, justifier que pour tout entier naturel n, Cn égale 0,75 plus 0,25 fois 0,2 puissance n. Je sais que, c'était donné ici, Cn c'est Vn plus 0,75. Or, je viens de trouver la formule de Vn. Donc je la réutilise. Cn c'est Vn plus 0,75, mais Vn, je viens d'avoir la formule 0,25 fois 0,2 puissance n. Donc je le remplace, mon Vn, plus 0,75. En déduire ce qui va se passer sur le long terme, que peut-on conjecturer concernant la probabilité qu'Hugo court le 29 décembre 2014, c'est-à-dire sur du long terme, parce qu'on est parti je crois du 1er janvier, donc au bout de beaucoup de jours, 363 peut-être. Je vais calculer, ça revient à vous demander de calculer la limite. Or, la limite de ma suite Cn, ça, vous savez que la limite c'est 0, on l'a vu à la question d'avant. Or, 0 plus 0,75, ça fait une limite globale de 0,75 pour ma suite Cn. Donc c'est-à-dire que la probabilité sur du long terme, ça va se stabiliser vers 0,75, donc la probabilité qu'il court
au bout d'un grand nombre de jours est de 0,75. Donc on conjecture alors l'état stable. Et comment on peut vérifier? Donc on peut conjecturer que l'état stable c'est 0,75, 0,25. Comment on peut le vérifier? En déterminant l'état stable. Si vous avez bien suivi les situations de cours, pour déterminer l'état stable, la méthode à utiliser est la méthode suivante. Je sais que l'état stable c'est l'état qui traduit l'égalité P égale P fois M. C'est-à-dire si cette fois-ci les coefficients de P je les appelle X et Y, XY égale XY fois la matrice de transition. Du coup, mon premier coefficient x, que vaut-il? X fois 0,8 plus y fois 0,6. X égale x fois 0,8, donc 0,8x plus y fois 0,6, 0,8y. Je sais que x plus y égale 1, c'est toujours la même méthode. Donc y égale 1 moins x, donc je vais dans cette équation, je remplace y par 1 moins x. Je distribue mon 0,6, 0,6 moins 0,6x. Je simplifie, 0,8x moins 0,6x, ça fait 0,2x. Je les enlève, x moins 0,2x, ça fait 0,8x égale 0,6. Du coup, x égale 0,6 sur 0,8, c'est-à-dire 6 huitièmes, c'est-à-dire 3 quarts, c'est-à-dire 0,75. Du coup, l'autre y, il vaut 1 moins 0,75, c'est-à-dire 0,25. Et on retrouve bien l'état stable sur du long terme. Au bout d'un grand nombre de jours, la probabilité que notre ami, dont j'ai déjà oublié le nom, court est de 0,75 et la probabilité qu'il ne court pas est de 0,25. Donc voilà, un bel exercice déjà assez complet sur ces graphes probabilistes. On passe maintenant à l'exercice 2 où on vous dit donc une municipalité vient de mettre en place le service vélo en liberté. Il s'agit d'un service de location de vélo à la journée. Les vélos sont disponibles sur 2 sites, A et B, et doivent être ramenés en fin de journée indifféremment dans l'un des 2 sites. Après une étude statistique, on considère que si un vélo est loué sur le site A, la probabilité d'être ramené en A est 0,6. S'il est loué sur le site B, la probabilité d'être ramené en B est de 0,7. Donc on a comme ça une situation de transition d'un A vers un B ou d'un B vers un A qu'on va pouvoir étudier pour savoir ce qui se passe probablement sur du long terme. Les résultats numériques seront arrondis à 10-2 près en notant respectivement A et B les états, le vélo étant A et le vélo étant B, traduire les données de l'énoncé par un graphe probabiliste. Donc je fais mon graphe probabiliste, deux sommets A et B. Probabilité, si on est en A, d'être ramené en A de 0,6. Donc 0,6 de rester en A. On en déduit probabilité de 0,4 d'aller en B. Probabilité, si on est loin en B, d'être ramené en B de 0,7. Donc 0,7 de rester de B à B. Et on en déduit une probabilité de 0,3 d'aller de B vers A. J'ai donc ici le graphe probabiliste. J'en déduis la matrice de transition. C'est la question, logiquement la question 2. En considérant les sommets par ordre alphabétique. Donc premier coefficient A vers A, 0,6. Deuxième coefficient A vers B, 0,4. Coefficient qui est là, B vers A, 0,3. Coefficient qui est là, B vers B, 0,7. Maintenant que j'ai ma matrice de transition, je vais pouvoir l'utiliser pour faire un certain nombre de calculs. Donc on vous dit pour tout entier naturel n, on note an respectivement bn, la probabilité qu'un vélo quelconque soit après n jours sur le site A. On note pn, la matrice correspondant à l'état après n jours. Donc pn c'est an bn. Soit je suis en A, probabilité an, soit je suis en B, probabilité bn. Le premier jour, tous les vélos sont distribués également sur les 2 sites. Ça signifie, vous auriez pu le deviner, qu'au départ on a 0,5, 0,5. Probabilité, la moitié des vélos sont sur le site A, l'autre moitié sont sur le site B. On vous donne, on aurait pu vous demander de le calculer, on vous donne m carré. C'est ma matrice m au carré, donc multiplié par elle-même. Vous vérifiez avec la calculatrice si vous avez que ça à faire, mais ça m'étonnerait, que ça fait ces résultats-là. Calculer P2 en donnant le détail des calculs matriciels. Alors, pour avoir le détail des calculs matriciels, P2, qu'est-ce que ça va être? On est dans une situation géométrique, la matrice de transition traduit ce qui se passe d'un jour, je crois que c'est des jours ici, à l'autre, en fin de journée, oui voilà. Donc ça signifie que si je veux calculer P2, ça sera P0, l'état au départ, multiplié par m carré, en bout de 2 jours. P0 c'est 0,5, 0,5, fois m au carré. Or, vous faites ce calcul-là, vous savez que m carré, il est donné dans l'énoncé, c'est 0,48, 0,52, 0,39, 0,61, donc ça fait P0 fois m carré. Je vous rappelle le détail du calcul pour un produit matriciel, ligne fois colonne. Donc 0,5 fois 0,48 plus 0,5 fois 0,39, ça vous donne le premier coefficient, que je détaille ici, 0,435 au final.
Deuxième coefficient, ligne fois deuxième colonne, donc 0,5 fois 0,52 plus 0,5 fois 0,61. Vous calculez ça, 0,565, ça traduit qu'au bout de 2 jours, probabilité de 0,435 que le vélo soit sur le site A, de 0,565 qu'il soit sur le site B. Ok, on passe donc à la suite. Calculer P4 et interpréter les résultats dans le contexte du problème. Donc au bout de 4 jours, P4 ça traduit ce qui se passe au bout de 4 jours, c'est P0 fois M puissance 4. Si je veux réutiliser mon M carré, je pourrais dire que M puissance 4 c'est M carré fois M carré. Ou alors c'est M2 fois M carré. Donc là vous faites comme vous voulez, soit vous faites P0 fois M puissance 4 sur la calculette, soit P0 fois M carré, sachant qu'M carré est donné dans l'énoncé. En général, je disais toujours mieux vaut utiliser les données de l'énoncé parce qu'a priori on est sûr d'elles. Alors que vos données à vous, vous pouvez avoir fait une erreur de calcul qui se répercute sur d'autres questions si vous réutilisez vos résultats. Donc par prudence, il vaut toujours mieux utiliser les données de l'énoncé, donc peut-être mieux faire le calcul soit P2 fois M carré, soit P0 fois M carré fois M carré. Dans tous les cas, vous le faites sur la calculatrice, vous devez obtenir ces coefficients-là qui traduisent donc ce qui se passe au bout de 4 jours. Au bout de 4 jours, il y aura environ, quand on arrondit, à 43% des vélos sur le site A et 57% du coup sur le site B. Maintenant, si je veux savoir ce qui se passe sur du long terme, je vais devoir déterminer l'état stable du graphe, noté AB. Donc toujours pareil, l'égalité qui traduit l'état stable, c'est que P égale P fois M. J'appelle XY ma matrice P de l'état stable, donc XY égale XY fois M. Et après, bon, si vous avez bien suivi tout ce que je l'ai fait, c'est relativement simple, ça doit commencer à rentrer, en tout cas je l'espère. Le premier coefficient x va donc être égal au premier coefficient en faisant le produit, c'est-à-dire x fois 0,6 plus y fois 0,3. Donc voilà l'égalité qui traduit mon premier coefficient, sachant que x plus y c'est toujours égal à 1, que y c'est donc égal à 1 moins x, que je peux donc aller dans cette égalité-là et remplacer y par 1 moins x. Je n'ai plus qu'à résoudre cette équation pour trouver la valeur de x. 0,3 fois 1, ça fait 0,3, moins 0,3 fois x. 0,6x moins 0,3x, ça fait 0,3x, plus 0,3, tout ça c'est égal à x. J'enlève donc 0,3x, x moins 0,3x, ça fait 0,7x. Il ne reste plus que 0,3 à droite. 0,7x égale 0,3, ça signifie que x égale 0,3 sur 0,7, c'est-à-dire 3 septièmes. J'en déduis donc que y égale 1 moins 3 septièmes, c'est-à-dire 4 septièmes. Ça, c'est l'état sur du long terme. Donc, c'est-à-dire que sur le long terme, 3 septièmes des vélos seront sur le site A, 4 septièmes des vélos seront sur le site B. Et du coup, tous les mois, un véhicule est affecté à la redistribution des vélos afin de rétablir au mieux la répartition initiale, donc le 50-50, qui était de 70 vélos sur chaque site. La municipalité envisage d'affecter un véhicule qui peut contenir 12 vélos. Ce choix apparaît-il adapté à la situation? Alors, question un peu prise de tête. Pour que ce choix soit adapté à la situation, il ne faut pas qu'il y ait plus de 12 vélos d'écart entre les deux sites sur du long terme. Or, sur du long terme, qu'est-ce qui se passe? Il y a 3 septièmes, 4 septièmes. Au départ, on a 70 plus 70, c'est-à-dire 140 vélos. Combien ça fait 3 septièmes de 140? 60. C'est-à-dire que sur le long terme, il va y avoir 3 septièmes des 140 vélos totaux. Donc oui, 3 septièmes des 140 vélos totaux, ça doit être correct. C'est-à-dire qu'il va y avoir 60 vélos sur du long terme sur le site A et 4 septièmes du total, c'est-à-dire 4 septièmes de 140, 80 vélos sur le site B. Donc sur le long terme, il y a 10 vélos d'écart sur chaque site par rapport à l'état initial. Le choix par la municipalité d'un véhicule qui peut contenir 12 vélos est donc adapté puisqu'il suffit que notre véhicule aille fasse un aller-retour, qui partent de B, qui aura 80 vélos, qui prennent 10 vélos et qui ramènent ces 10 vélos vers A. À chaque fois, il fera ce voyage-là. Je prends 10 vélos de B, je les ramène vers A, je me retrouverai avec du 70-70, je me retrouve avec l'état initial. Donc on pourrait même avoir un véhicule qui contient uniquement 10 vélos. Ça aurait suffi pour pouvoir rééquilibrer les choses d'un jour à l'autre ou même à la fin de la semaine, puisque je vous rappelle que ce 3 septièmes, 4 septièmes traduit ce qui va se passer sur du long terme. Voilà encore un bel exercice concret d'application des graphes probabilistes. J'espère avoir été clair. On va pouvoir passer à l'exo suivant. Exo suivant, donc l'exercice 3, un peu plus complet parce qu'on va voir qu'il fait appel un peu plus au graphe et notamment à l'algorithme de Dijkstra. Donc ça nous permettra de faire quelques petits rappels de bons ou de mauvais souvenirs.
On vous donne un graphe pondéré qui représente les différents terrains cultivables A, B, C, D, E, F, G, H d'une coopérative agricole céréalière. Vous avez vu là un beau graphe ici. Le poids de chaque arête représente la distance en mètres entre deux zones cultivables reliées par un chemin. Donc c'est-à-dire que là par exemple B et D ne peuvent pas être reliés, ne sont pas reliés par un chemin. Là vous avez la distance en mètres entre C et D de 140. Est-il possible de trouver un circuit qui passe par chaque chemin une seule fois? Vous vous souvenez peut-être de ce type de question. Ça revient donc à se demander s'il existe une chaîne eulérienne. Vous vous rappelez peut-être qu'il existe une chaîne eulérienne s'il y a au maximum 2 sommets de degrés impairs. Voilà pourquoi j'ai répertorié ici les degrés de chaque sommet. Donc sommet A, degré 4, sommet B, degré 3. Vous vous souvenez que le degré d'un sommet, c'est le nombre d'arêtes qui partent de ce sommet. C, degré 3, D, degré 3, et puis là, c'est déjà mort. Pourquoi c'est déjà mort? Parce que j'ai déjà vu 3 sommets de degrés impairs. Et au total, si on s'amuse à compter les degrés de chaque sommet, il y a 4 sommets de degrés impairs. Donc d'après le théorème d'Euler, il n'existe pas de chaîne eulérienne, puisque je vous rappelle, le théorème d'Euler dit qu'il existe une chaîne eulérienne, c'est-à-dire une chaîne qui passe une et une seule fois par chacun des sommets et chacune des arêtes, si on a au maximum 2 sommets de degrés impairs. Une petite parenthèse, cycle eulérien, c'est une chaîne eulérienne bouclée qui revient à notre point de départ, comme un cycle. C'est uniquement s'il n'y a que des sommets de degrés pairs. Donc là encore moins. De toute façon, s'il n'y a pas de chaîne eulérienne, il ne peut pas y avoir de cycle eulérien. Donc là c'est non. À l'aide d'un algorithme, déterminer le chemin le plus court qui permet de relier la zone A à la zone G. Donc je pars de A, je veux terminer en G, je veux déterminer le chemin le plus court, préciser la distance en mètres de ce chemin. Je dois donc faire un bel algorithme de Dijkstra. Donc vous vous rappelez, vous mettez une colonne par sommet, A, B, C, D, E, F, G, H, une colonne pour faire le total. Vous partez de A et vous balayez vos différentes possibilités. Partant de A, je peux aller vers B 310, vers C 380, vers F 100, vers E 390. Donc je mets tout ça, je mets l'infini car je n'ai pas de possibilité, et je choisis le chemin le plus court. Je me retrouve donc en F avec un poids de 100. Et après, vous savez, maintenant que vous êtes en F, quelles sont les possibilités que vous avez, uniquement d'aller vers E avec 120. Donc 100 plus 120, ça fait 220 vers E, vous recopiez tout le reste. Le choix le plus court, c'est donc E avec un poids de 220. Donc maintenant, vous êtes en E. On continue vers E. Quelles sont les possibilités que j'ai nouvelles? Soit vers B en rajoutant 85, vers D en rajoutant 420, vers H en rajoutant 450, vers G en rajoutant 520. Vous ajoutez tout ça à 220. Vous recopiez là où il n'y a rien. Et vous choisissez le chemin le plus court, etc., etc. Si vous faites rigoureusement et correctement votre algorithme de Dijkstra, vous allez finir en G avec un poids de 735 et le chemin le plus court que je remonte à l'envers. J'ai terminé en G, je promenais de G, j'y étais arrivé en passant par H, je vais donc dans la colonne H, j'arrivais de D, je vais dans la colonne D, j'arrivais de C, je vais dans la colonne C, j'arrivais de B, je vais dans la colonne B, j'arrivais de A. J'ai donc remonté à l'envers, donc je le remets dans l'ordre, le chemin le plus court qui a un poids total de 735, qui est la longueur en mètres du chemin le plus court qui relie A à G. Voilà le petit rappel sur l'algorithme de Dijkstra. Prenez bien la peine de re-regarder ça correctement. Ensuite, on s'oriente sur la partie qui nous intéresse, la partie graphe probabiliste. Afin de permettre la reconstitution de la fertilité du sol, il a été décidé de planter de la moutarde sur une partie des sols ensemencés avec des céréales. Ces terres sont dites de jachères. D'une année sur l'autre, 6% des champs qui ont été ensemencés avec des céréales sont laissés en jachère, 24% des champs laissés en jachère sont ensemencés avec des céréales. Pour tout entier n, on note Cn, la probabilité qu'un champ soit ensemencé avec des céréales la nème année après la décision de laisser en jachère une partie des sols, et Jn, la probabilité qu'un champ soit laissé en jachère la nème année après la décision de laisser en jachère une partie des sols. La matrice ligne Pn égale CnJn traduit l'état probabiliste la nème année après la décision de laisser en jachère une partie des sols ensemencés avec des céréales. Au moment de la décision, tous les champs étaient ensemencés avec des céréales. Donc au départ, état initial 1, 0. Probabilité d'être ensemencé avec des céréales 1, de ne pas l'être 0.
Représenter la situation par un graphe probabiliste de sommet C et J, où C c'est l'état, le champ est ensemencé avec des céréales, et J, le champ est laissé en jachère. Donc j'ai un graphe probabiliste de niveau 2, deux sommets, C et J. Si je pars avec des céréales, qu'est-ce qu'on vous dit? Hop, 6% des champs qui ont été ensemencés avec des céréales sont laissés en jachère. Donc probabilité de 0,06 d'aller vers un champ laissé en jachère. Donc probabilité de 0,94 de rester avec des céréales. Si je pars de la jachère, qu'est-ce qui se passe? 24% des champs laissés en jachère sont ensemencés avec des céréales. Donc probabilité de 0,24. J'ai oublié peut-être les petites flèches. Là, il y aurait une petite flèche qui irait de C vers J ici. Et la petite flèche qui irait de J vers C, 0,24. On en déduit une probabilité de 0,76 de rester de J vers J. Alors oui, effectivement, c'est une petite erreur. Ça, c'est un oubli. Enfin, c'est une petite erreur. C'est un oubli. Pensez bien qu'on a un graphe orienté. De ça, j'en déduis la matrice de transition. 0,94 de C vers C, 0,06 de C vers J, 0,24 de J vers C, 0,76 de J vers J. Maintenant que j'ai la matrice de transition, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, je crois que j'ai fermé sans faire exprès hop, mon sujet, donc je vais le réouvrir ici, voilà. Maintenant que j'ai déterminé la matrice de transition, calculer l'état probabiliste P2 et interpréter ce résultat dans le cadre de l'exercice. Alors, hop, état probabiliste P2, donc P2 ça sera P0 fois M au carré. Or P0 on l'a, M on l'a, on met ça au carré, on tombe sur P2 au bout de 2 ans. La probabilité qu'un champ soit avec des céréales est de 0,898. La probabilité qu'il soit laissé en jachère est de 0,102. Donc voilà, pas de difficulté majeure. On peut passer à la question suivante. Soit la matrice ligne P égale XY est associée à l'état stable du graphe probabiliste. Déterminer l'état stable du graphe probabiliste, interpréter le résultat obtenu dans le contexte de l'exercice. Donc vous voyez, troisième exercice, troisième fois qu'on a cette question. Troisième fois qu'on va appliquer la bonne méthode, enfin la même méthode, d'où l'intérêt de bien la maîtriser. État stable, c'est P égale P fois M, ça commence à être un peu redondant si vous avez suivi toutes les vidéos que j'ai faites là-dessus. Donc XY égale XY fois M. Du coup, j'en déduis que X, c'est X fois 0,94 plus Y fois 0,24. Toujours pareil, X plus Y égale 1, donc Y c'est 1 moins X, donc je vais là-dedans, je remplace Y par 1 moins X, je développe, je simplifie, je résous mon équation sans me tromper. X, au départ on est parti du X, égale 0,7X plus 0,24, donc j'enlève 0,7X, X moins 0,7X ça fait 0,3X, égale 0,24, donc X c'est 0,24 sur 0,3, c'est-à-dire 24 trentièmes, que je simplifie par 6, 4 cinquièmes, 0,8. Si X c'est 0,8, Y c'est 1 moins 0,8, 0,2. Ça traduit l'état sur du long terme. La probabilité que le champ soit avec des céréales ensemencées est de 0,8. La probabilité qu'il soit laissé en jachère sur du long terme est de 0,2. Voilà, la méthode est vraiment toujours la même. Si vous appliquez ça de façon bête et méchante, il y a uniquement les chiffres qui changent, les valeurs qui changent. La grande méthode générale est toujours la même. Montrer que pour tout entier naturel n, on a Cn plus 1 égale 0,7 Cn plus 0,24. Pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Pn plus 1, c'est Pn fois m, situation géométrique. C'est-à-dire Pn fois la matrice de transition que je connais. Pn plus 1, c'est Cn plus 1, Jn plus 1, donc Cn plus 1, Pn c'est Cn, Jn. Donc le premier coefficient Cn plus 1 va être égal à Cn fois 0,94 plus Jn fois 0,24. Là, je traduis simplement le fait qu'on ait une situation géométrique, donc formule récurrente d'une suite géométrique, qui me permet d'exprimer Cn plus 1 en fonction de Cn et Jn. Mais vu que, toujours pareil, Cn plus Jn, les champs ensemencés plus les champs en jachère représentent la totalité des champs, donc probabilité de 1, j'en déduis que Jn égale 1 moins Cn. Je vais là-dedans, je remplace donc Jn par 1 moins Cn. Je distribue le 0,24, 0,24 fois 1 ça fait 0,24, 0,24 fois moins Cn ça fait moins 0,24 Cn, et 0,94 Cn moins 0,24 Cn ça fait 0,7 Cn. J'ai donc Cn plus 1 qui est égal à 0,7 Cn plus 0,24, qui était l'égalité demandée.
qui traduit une situation arithmético-géométrique. Donc on va passer par une suite auxiliaire dont on va prouver qu'elle est géométrique. La suite auxiliaire en question, c'est Vn égale Cn moins 0,8. Démontrer qu'elle est géométrique de raison 0,7 et préciser la valeur de V0. Donc j'ai Vn égale Cn moins 0,8, ce que j'ai écrit ici. Je sais que c'est pas demandé mais que ça va me servir. Cn c'est donc Vn plus 0,8. Pour démontrer qu'elle est géométrique, je veux démontrer que Vn plus 1 c'est Vn fois Q. Vn plus 1 c'est d'abord Cn plus 1 moins 0,8. Cn plus 1 il est encadré au-dessus. Donc je le remplace par 0,7 Cn plus 0,24. Donc ça fait 0,7 Cn plus 0,24 moins 0,8. 0,24 moins 0,8 ça fait moins 0,56. Par ailleurs Cn, on l'a vu ici, c'est Vn plus 0,8. Donc je remplace Cn par Vn plus 0,8. Je distribue et comme d'habitude, comme par magie, ça se simplifie. 0,7 fois Vn ça fait 0,7 Vn. 0,7 fois 0,8 ça fait 0,56. Moins 0,56. Merci, au revoir. Il ne reste plus que 0,7 Vn. Vn plus 1 est donc bien égal à Q fois Vn, ou à Vn fois Q, avec Q qui vaut 0,7. J'ai donc bien à faire une suite géométrique de raison 0,7, et dans le premier terme, V0 vaut C0 moins 0,8. C0 c'est l'état initial, tous les champs sont en sérial, donc 1, moins 0,8, 0,2. Donc j'ai une suite géométrique de raison 0,7, de premier terme 0,2. Je vais donc pouvoir déterminer sa formule explicite, et en déduire la formule explicite de Cn. Puisque vu que ma suite Vn est géométrique, j'en déduis que Vn c'est V0 fois Q puissance n, formule explicite d'une suite géométrique. V0 c'est 0,2, Q c'est 0,7, j'ai donc la formule de Vn. Et vu que Cn c'est Vn plus 0,8, bah Cn c'est la formule de Vn plus 0,8. Et puis petite question cadeau pour terminer en beauté. Résoudre une équation Cn inférieure ou égale à 0,81 et interpréter ce résultat dans le cadre de l'exercice. Donc ma petite équation c'est Cn est inférieur ou égal à 0,81. Or Cn, la formule est donnée, et notez que même si vous ne l'avez pas trouvée, elle est donnée par l'énoncé, donc vous pouvez quand même l'utiliser et tenter de traiter cette question. Donc Cn inférieur à 0,81, j'enlève 0,8. 0,81 moins 0,8 ça fait 0,2 fois 0,7 puissance n inférieur à 0,01. Je divise par 0,02, je divise par 0,2, ça fait 0,7 puissance n inférieur à 0,01 divisé par 0,2, ça fait 0,05. Et on a une équation qu'avant on ne savait pas résoudre, mais vu que maintenant on a grandi, on est bon, on connaît le logarithme népérien qui me permet de me dépatouiller de ce type de problème. J'applique le logarithme népérien à gauche et à droite. Ln de 0,7 puissance n inférieur à ln de 0,05. J'ai le droit de le faire parce que j'ai des termes positifs. Je ne change pas le sens de mon inégalité parce que le logarithme népérien est strictement croissant. Ln de 0,7 puissance n, c'est l'intérêt du logarithme népérien. Ln de a puissance n, c'est n ln de a. Donc ça fait n ln de 0,7. Pour avoir n, je divise donc ln de 0,05 par ln de 0,7. Et puis il faut bien qu'il y ait un piège, sinon c'est pas drôle. Attention, gros danger, pensez que ln de 0,7 c'est un terme négatif. Le ln est négatif entre 0 et 1, pour des x compris entre 0 et 1. Ln de 1 égale 0, ln de valeur comprise entre 0 et 1 est négatif. Donc quand je passe de là à là, quand je veux chercher la valeur de n, pour isoler n, je divise par ln de 0,7. Je divise donc par un terme négatif, ce qui me change le sens de l'inégalité. Je fais ce calcul-là à l'aide de la calculatrice, je tombe sur 8,4, donc le premier entier qui marche c'est 9. Donc ça veut dire qu'au bout de 9 ans, on aura Cn inférieur à 0,81, c'est-à-dire la probabilité qu'un champ soit ensemencé va passer en dessous de 0,81 au bout de 9 ans. Au départ, tous les champs sont ensemencés. Au bout de 9 ans, la probabilité qu'un champ soit ensemencé passe à 0,81, et d'après l'état stable, on sait que sur du long terme, les champs ensemencés seront, il y aura 80% de champs ensemencés et 20% de champs laissés en jachère. Voilà, j'espère avoir été clair. Merci et bravo à vous si vous avez suivi toutes les vidéos sur ce chapitre de SP sur les graphes probabilistes. J'espère que vous avez bien compris. N'hésitez pas à me poser les questions si nécessaire. Bon courage et bonne continuation. Je ne sais pas si on se reverra, donc au plaisir de peut-être vous recroiser. Sinon, bon courage et bonne continuation pour la suite.